Bonjour, je suis désolé, je vais vous parler du sujet à la fois le plus chiant qui puisse exister parce que c'est à la fois un sujet très technique, c'est un buzzword, c'est un mot valise, c'est l'enfer, quoi. Donc je vais essayer de me débrouiller pour que ces 40 minutes soient pas trop horribles. Et donc on va commencer, on va parler de data. Moi j'aime pas du tout le mot big data parce que ça veut strictement rien dire. Parce que c'est pas la taille qui compte en matière de données. Et moi j'ai bien aimé la présentation d'introduction parce que vous allez voir que quand on parle de data, on va surtout parler d'éthique. Et quand on va parler de ce que ça change, on va surtout voir que ça change quelques trucs techniquement, mais ça change surtout des trucs dans notre rapport à l'intimité, dans des proportions qu'on n'imagine pas. Et la plupart des gens qui travaillent dans cet univers sont fascinés par ce qu'on fait, mais un peu horrifiés aussi. Parce qu'on est vraiment à deux doigts d'un basculement de civilisation qu'on a du mal à appréhender, à imaginer quand on est dedans. C'est-à-dire que aujourd'hui, on fait des trucs qu'on ne savait pas faire il y a 2 ans, qu'on ne savait pas faire. Et donc, c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Et pour ça, moi j'aime bien dire qu'on parle de données, mais c'est un truc assez récent, la donnée. C'est-à-dire que Homo sapiens, ça fait 2 grandes révolutions sans données. La première révolution, la révolution agricole. La deuxième révolution, la révolution industrielle. Sans aucune donnée. On a envoyé... et en fait, comme on vivait sans données, on vivait avec des mythes et des théories. C'est-à-dire que... Moi, je suis plutôt croyant, donc je suis désolé de dire ça, mais quand on prend un peu de recul, on peut considérer que la religion est un mythe, une théorie, que tout ça n'est pas avéré, que c'est pas architecturé. Et donc, on a vécu là-dessus et on a fait des trucs incroyables, hein. On a envoyé un homme sur la Lune avec des capacités informatiques inférieures à ce que vous avez dans votre iPhone, donc c'est quand même invraisemblable. Et moi, quand je vois ça, je me dis toujours, est-ce qu'on serait aujourd'hui, ici on est à Toulouse, capable de demander à l'aérospatiale avec quelques feuilles, un crayon et quelques fers à souder d'envoyer un type sur la Lune? Je pense qu'on aurait un peu de mal maintenant à le faire. Donc de sa naissance à 1950, Homo sapiens produit 5 exabits de données, donc là c'est uniquement une question de volume, donc ça il faut le prendre un peu avec, parce que vous voyez l'Ancien Testament en termes de volumétrie de données, ça doit faire à peu près 1 mois de conversation de Snapchat de mon fils, donc toutes choses relatives par ailleurs. Et aujourd'hui, juste pour vous donner l'accélération, aujourd'hui Homo numericus produit en 2 jours ce que Homo sapiens a produit de sa naissance jusqu'à 1950, et dans 2 ans, ce sera ce qu'on fait en 1 journée, et dans quelques années, et ce sera ce qu'on fait en quelques minutes. Donc on voit qu'on est face à un truc qui est incroyable, et moi il y a une citation que je m'amuse à citer souvent, qui est une citation de Stigler. Stigler est un des philosophes français qui s'intéresse aux questions de technique, qui a un parcours rigolo. D'ailleurs, il est toulousain d'origine. C'est un type d'extrême gauche à Toulouse qui voulait monter un bar associatif. Il n'a pas été financé par le Crédit Agricole, donc il est rentré à l'intérieur avec une Kalachnikov et bon, il a terminé en prison. Et du coup, il s'est mis à la philosophie en prison. Et c'est un des rares types en France à se poser des questions un peu profondes. Et ça, c'est une citation qu'il avait il y a 6 ans. Quand on lui parlait de la donnée, il disait pour moi, la donnée, c'est un événement d'une ampleur comparable à l'apparition de l'alphabet, parce que quand on y réfléchit, Pharaon avait une capacité à retranscrire un langage avec le hiéroglyphe, mais qui était un monopole. Pharaon avait la capacité, et seuls les hiéroglyphes décidaient des mots que vous alliez utiliser. Et à partir du moment où on a inventé l'alphabet, on a permis à tout un chacun d'écrire pour des gens qui ne sont pas encore nés, de lire des gens qui sont déjà morts, de théoriser des mythes. Et d'ailleurs, Moïse a fait 2 grandes choses dans l'humanité. La première, il a, dans le même temps, et c'est étonnant, libéré le peuple juif de l'esclavage. Et deuxièmement, Dieu, au travers de lui a donné 10 commandements et il a écrit un livre. Et donc, il a fondé la révolution de l'écriture qu'on vit aujourd'hui. Et donc, lui, il pense que c'est une révolution du même ordre. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a 1 an, quand Google a décidé de se débaptiser, quel nom ont-ils pris pour leur holding de tête? Alphabet. Pourquoi? Parce que Google est le sommet, et Google est à la data ce que la Mecque est à l'islam. C'est vraiment eux qui structurent l'ensemble de notre univers. Donc une définition rapide en termes de big data, on a souvent l'impression de dire que la big data c'est beaucoup de volume, c'est beaucoup de vélocité, c'est beaucoup de variété. Moi je trouve que c'est pas ça. Je trouve que la big data c'est plutôt l'histoire de l'informatique. L'histoire de l'informatique c'est quoi? C'est on invente du retail et dans le retail au bout d'un moment on a des gens qui passent
dans des systèmes de caisse, on a besoin d'enregistrer, parce que quand vous êtes épicier, c'est assez simple, vous mettez vos trucs sur vos cahiers. Quand vous inventez la distribution, vous ne pouvez plus. Donc on invente des systèmes de caisse. Donc on commence à enregistrer des transactions, on appelle ça des ERP. Donc on commence à enregistrer les tickets de caisse, les achats, les paiements. Donc là, on est dans les années 50. Dans les années 70, on se dit, peut-être que je vais utiliser ça pour mieux gérer mes stocks, pour faire du CRM, de la segmentation. Donc on a ce phénomène très étrange qui consiste à tenter d'identifier le ticket de caisse et le consommateur, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez voir votre caissière, vous lui donnez votre trousseau de clés pour que vous puissiez être badgé. Donc on commence à avoir des données qui sont des données d'interaction en termes de business. Puis arrive le web, et le web c'est merveilleux parce que dès que vous faites un truc, on vous mesure. Donc on commence à avoir des données d'observation. Et enfin, arrivent les objets connectés, et donc là on a des éléments qui sont intéressants. Donc la révolution de la donnée, c'est quoi? C'est une révolution logique dans l'histoire de l'informatique, qui est juste le fait que l'informatique avant s'occupait des transactions. Dans les années 70, on s'est occupé des interactions, et maintenant on est capable de s'occuper des observations. Et quand je dis ça, j'arrive dans une sorte de changement massif. Et le premier changement massif, il est économique. On est à Toulouse. Si je devais appliquer les règles de déflation qu'on connaît aujourd'hui dans notre industrie, à l'industrie aéronautique, le prix d'un Boeing 747, donc de mon Datamart acheté au début des années 2000, vaudrait aujourd'hui le prix d'une pizza pepperino. C'est invraisemblable. Et ce qui explique d'ailleurs que certaines entreprises ne comprennent pas les signaux faibles parce qu'elles se sont toujours protégées de la concurrence avec des investissements massifs. Prenez une banque aujourd'hui, elle a dépensé énormément d'argent dans ses systèmes d'information. Son système d'information l'empêche d'avancer. Et aujourd'hui, pour quelques dollars, vous allez chez Amazon. Nous, par exemple, on travaille beaucoup dans l'univers bancaire. Et quand nos clients ont besoin de faire des calculs sophistiqués, ils nous envoient les données. Et en investissement informatique, on a 0 $, on loue des instances chez Amazon. Ce qui est complètement invraisemblable. C'est-à-dire que si je devais faire la somme des investissements en termes de gestion de la donnée de nos clients, on doit être à 15-20 milliards. Ces gens-là n'arrivent pas à faire des traitements un peu sophistiqués et on les shift dans Amazon. Donc ça, c'est la première rupture, qui est une rupture qui donne le vertige et qu'on a du mal à imaginer parce qu'on est dans une destruction de valeur complètement massive et qui permet des usages qu'on ne maîtrise pas. Le deuxième shift, il est plus délicat, il est sur notre intimité. La une du Time, Google qui crée une filiale dont le but est d'accompagner l'homme jusqu'à 130 ans, d'aucuns qui nous disent que l'homme vivra jusqu'à 300 ans, d'aucuns nous disent qu'il vivra jusqu'à 500 ans, et il y a quand même, derrière la donnée, une volonté quasi religieuse d'arrêter la mort et d'en sortir. Et aujourd'hui, on va probablement y arriver. La une du Time, 2045, l'humain devient immortel. Et quand on dit ça, là, c'est ce que vous voyez d'un médecin, et quand vous travaillez dans l'univers de la donnée, quand vous allez voir votre médecin, vous avez toujours tendance à le prendre pour un charlot. Moi, quand j'emmène mon fils voir le médecin, il a toujours le même geste. Il se penche sur lui, il lui écoute avec un stéthoscope les poumons, il regarde vaguement son oreille, il regarde vaguement le fond de la gorge. À la fin, il vous donne des antibiotiques, même dosage, même truc, ou alors il vous donne une ordonnance, il dit encore de la fièvre dans 48 heures. Enfin, c'est un peu ridicule. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des univers où on a des traitements qui sont un peu archaïques, et vous avez aujourd'hui une puce qui est en test et qui normalement devrait avoir son brevet d'exploitation en 2017 aux États-Unis, où vous mettez une goutte de sang et on vous donne 1000 points biologiques. Ça veut dire que vous mettez une goutte de sang et c'est comme si votre médecin vous donnait une analyse à faire avec 1000 points. Donc autant ponctionner un camion-citerne de sang pour y arriver. Donc ça vous donne la révolution, et on parlait de signaux faibles tout à l'heure. Vous voyez le nombre de laboratoires de biologie médicale qui vont être assez vite dépassés par la simple goutte. Et donc il est probable que demain, quand vous regarderez votre médecin, vous aurez à peu près autant de sollicitude que quand vous regardez un médecin au Moyen-Âge et vous vous direz ces gens-là sont quand même d'horribles clowns. Et ça pose des vraies questions de société parce que demain, ce n'est pas le médecin qui vous traitera, c'est une machine. Et la question que vous traiterez ne sera pas de savoir de vous traiter parce que vous avez une pathologie, mais vous vous ferez enlever des choses parce que l'algorithmique vous l'aura dit. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Angelina Jolie s'est fait enlever un sein parce qu'un algorithme lui a prédit. Elle ne s'est pas expliqué pourquoi, elle ne sait pas machin, mais l'algo dit vous devrez le faire. Donc c'est quand même des changements qui sont d'une violence brutale. Autre changement d'une violence brutale, 23andMe, start-up financée par l'ex-femme du patron de Google, qui vous propose, donc c'est un peu le délire américain sur les origines, on vous envoie un petit kit chez vous, ça se présente comme ça,
Derrière, on vous donne un certain nombre de tests sur est-ce que vous allez avoir des pathologies, machin, et ainsi de suite, qui sont... donc vous allez recevoir un papier en vous disant, voilà, 70% de risque d'avoir un cancer entre 50 et 60 ans, et ainsi de suite, sans aucun accompagnement, donc c'est un peu hallucinant. Et surtout, ça vous donne votre test génétique. Donc Hitler en a rêvé, Google l'a fait. Ce qui est invraisemblable. Et vous avez des anecdotes rigolotes, vous avez le patron du KKK qui passe sur une chaîne de télévision américaine pour vanter la suprématie blanche. Le journaliste lui pique un cheveu, l'analyse, et le type est à un tiers afro-américain. Donc ça veut quand même dire qu'on va arriver sur nos rapports identitaires, sur des rapports identitaires où des choses qui nous paraissaient inimaginables vont devenir réelles, et quand on regarde ça, on trouve ça cool. Mais c'est bien plus violent que tout ce que le Troisième Reich a pu faire comme exposition sur le poids du sang, le poids du gène, la catégorisation, l'origine, l'ethnisation du monde. Et comme la datavise est sympa, ça paraît sympa. Là, vous êtes dans le métro de Londres, pardon. Ça, c'est une photo, une vraie photo, hein. C'est pas. Donc aujourd'hui, vous avez deux méthodes pour faire des enfants. Vous avez une méthode archaïque. Vous aimez quelqu'un, vous avez une relation intime, vous faites l'amour et ça se passe. Puis vous avez une méthode plus performante qui consiste à dire qu'il s'agit quand même faut lui mettre du potentiel génétique. Donc vous allez sur une banque de sperme et vous choisissez, je vous invite à faire l'expérience d'aller sur des banques de spermatozoïdes, d'achat de spermatozoïdes américains. Donc la stupéfaction, c'est qu'avec votre carte bleue, on va vous envoyer quelques gamètes. Et en fait, vous avez plus de 600 questions. C'est-à-dire que la prise de risque, donc vous avez des trucs aussi simples que est-ce qu'il aime les animaux, est-ce qu'il n'aime pas les animaux, est-ce qu'il fait ça. Et on arrive dans un monde un peu bizarre et avec des mecs un peu tarés dans l'univers de la donnée. Vous avez une ville aux États-Unis où vous avez un quartier plutôt composé de la communauté lesbienne, en l'occurrence. Et pour vous donner le poids de l'horreur, parce que tout ça n'est pas réglementé, ces femmes allaient se fournir en gamètes dans une banque de sperme qui était tenue par un mec un peu fêlé qui ne fournissait que son sperme, dans une ambition de repeupler la planète. Ben dans ce quartier, un tiers des enfants sont frères et sœurs. Ce qui, à l'adolescence, est un peu compliqué, parce que quand vous avez roulé votre premier patin et vous apercevez que c'est votre frère, c'est difficile. Et donc, on en arrive à une bataille qui est invraisemblable, c'est que la bataille du surdoué est en train d'arriver. D'aucuns nous prédisent qu'aujourd'hui, avec un QI de 130, vous êtes un surdoué. On estime qu'avec l'amélioration de l'espèce, en 2040, à 130, vous serez dans la moyenne, en 2060, vous serez un débile léger. Dit autrement, Jacques Attali, dans 40 ans, est un débile léger. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a une vision de l'intelligence relativement simple, académique, et ainsi de suite. Quand sur notre intimité, ça va commencer à challenger, ça va être difficile. 2030, le ventre artificiel existe. Et qui résistera au ventre artificiel? Personne. Tellement plus cool, tellement plus simple, tellement plus sûr, tellement... Et avec de la donnée, quand vous le rajoutez là-dessus, on va être capable de faire des trucs pour un meilleur des mondes. Et tout ça est aggravé par le fait qu'aujourd'hui, vous pouvez, par exemple, c'est un cas, et c'est un cas de business qui est complètement invraisemblable dans le traitement de la donnée. Quand on a fait la première analyse ADN en 2000, je crois que ça coûtait 2 milliards, on en a fait une deuxième en 2001, je crois que ça coûtait 1 milliard, aujourd'hui ça vaut 2-3 000 $ de se faire détecter son génome, et vous avez un certain nombre de boîtes qui fleurissent et qui vous permettent de faire du test de paternité, à outrance. Et donc vous avez aujourd'hui beaucoup d'Américains qui se testent et qui font des tests génétiques, par exemple, quand un homme et une femme se rencontrent, ils veulent avoir des enfants, l'homme et la femme se testent pour vérifier que leur potentiel génétique matche bien avant de passer à des choses sérieuses. Et vous avez aujourd'hui, autour de l'humanité, le mensonge a toujours été un truc qui était relativement installé dans la société. Et aujourd'hui, même sur les éléments les plus intimes, la donnée est en train de tuer le mensonge. Je donne un exemple, sur les tests de paternité, quand vous étudiez une population, vous avez systématiquement 3% de faux positifs. Donc vous avez 3% de gens qui pensent que c'est leur père, c'est pas leur père, donc ça ne paraît pas énorme, ça fait un gamin par classe. Là, je sais pas combien on est, 60. On doit être 2 concernés, peut-être à peu près.
Et donc vous avez aujourd'hui à peu près 270 millions d'explications sévères qui risquent d'arriver autour de la planète dans les 20 prochaines années, parce que tout le monde va se tester génétiquement à un moment ou à un autre, et donc on va arriver là-dessus. Donc là, vous avez un premier rapport qui va bousculer très durement la vie des familles, et un deuxième rapport qu'on mesure pas, où nous, en travaillant pour Orange, on s'est amusé à faire des tests. Et en fait, il y a un truc qui est marrant, c'est que l'infidélité est un modèle, vous pouvez modéliser du point de vue du téléphone, l'infidélité se modélise. Qu'est-ce que c'est que l'infidélité? D'un point de vue purement data ou d'une relation amoureuse courte et intense, c'est énormément de messages entre deux numéros de téléphone, avec des numéros des téléphones qui se rencontrent en termes de géolocalisation, beaucoup de SMS, beaucoup de messages, puis plus rien. C'est la définition d'une relation amoureuse. Et en fait, aujourd'hui, vous ne le savez pas, mais vos opérateurs téléphoniques sont obligés de garder vos métadonnées pendant une dizaine d'années. Et comme les coûts d'infrastructure, de stockage de la donnée baissent, la plupart des gens n'effacent pas ces données, donc elles restent stockées. Donc aujourd'hui, vous ne savez pas, personne ne sait où vous êtes aujourd'hui, mais il est totalement probable que vos arrière-petits-enfants que vous ne connaissez pas encore, eux seront où vous étiez à l'instant T. Parce que cette donnée perdurera, et qu'aujourd'hui on ne sait pas l'exploiter, mais dans 5 ou 10 ans on saura l'exploiter. Et la question n'est pas de savoir quand est-ce que les opérateurs téléphoniques vont être s'ils vont être piratés. La question est de savoir quand est-ce qu'un opérateur téléphonique sera piraté. Et on a vu des sites de rencontres aux États-Unis se faire pirater avec des listes de noms qui sortent et ainsi de suite. Il est à peu près certain que dans les 20 prochaines années, toutes les métadonnées qui sont stockées par les opérateurs téléphoniques sortiront et qu'un type s'amusera bien à appliquer un modèle d'analyse de pattern pour modéliser tous les gens qui, a priori, dans leur comportement téléphonique, ont eu des moments d'infidélité, ainsi de suite. Donc ça veut dire que le fait qu'on ait énormément de données autour de nous va interdire le mensonge dans nos sociétés. Et donc c'est une victoire ultime et absolue du modèle protestant qui va s'afficher sur Terre avec des conséquences qu'on ne mesure pas bien. Et là, vous allez dire, qu'est-ce que ça change pour le marketing? Parce que les questions, ce genre de questions sont intéressantes, mais elles sont fondamentales parce que la question, c'est comment vous faites avec de la data une belle application marketing. Je pense que la première question à vous poser, une fois qu'on a commencé par ça, c'est pas la question techno, c'est la question éthique. Aujourd'hui, en termes alimentaires, quelle est la première marque alimentaire? Par marque, j'entends un élément de packaging qui vous fera acheter un produit. C'est une marque qui a dépensé 0 € d'investissement publicitaire, pas de GRP, c'est le label AB. C'était invraisemblable d'imaginer il y a 40 ans qu'un petit logo agriculture biologique allait faire, vous allez choisir le produit A contre le produit B. Et il était invraisemblable il y a 30 ans d'imaginer que Coca-Cola ferait des pubs en disant qu'ils n'ont pas de sucre. C'était business du sucre. Vous pouvez être sûr que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous choisirez des produits sur des produits qui sont data responsables. Et la question de la responsabilité éthique de la donnée va devenir une question criante dans les années à venir. C'est aujourd'hui une question marginale, peu traitée. Le consommateur, quand vous l'interrogez en termes de data, il a à peu près le même comportement que quand vous l'interrogez sur un programme télé. C'est-à-dire qu'interroger un consommateur sur un programme télé, il vous décrira la chaîne d'Arte, regardez ce qu'il consomme et vous verrez qu'il sera plutôt sur des émissions de télé-réalité. Donc le consommateur est un peu pareil avec la donnée, c'est-à-dire qu'il est flippé, mais en réalité, il s'en fout. Mais ça risque de changer parce que les abus risquent d'arriver. Et donc, la deuxième question, c'est qu'est-ce que ça change d'un point de vue académique, dans notre manière de voir le marketing? Traditionnellement, il y a un chiffre que j'aime bien, c'est à votre avis, quelle est la data qui permet d'identifier l'aptitude à la lecture? Vous devez vendre un bouquin à des gamins d'apprentissage de la lecture, qu'est-ce que vous allez regarder dans votre élément? Une idée? Non? La data qui fonctionne le mieux, c'est la taille de chaussure. Tout simplement parce que quand le gamin est jeune, la taille de chaussure, il n'a pas encore redoublé, est corrélée à une autre variable qui est son âge. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous avez de la donnée, plus vous avez un panel large, mieux vous savez vendre, adresser un produit. Donc quand vous vendez des chaussures, vous vendez du yaourt, c'est pas déconnant de vendre du livre. Et ça veut surtout dire que corrélation n'est pas causalité. Quand on faisait du marketing, on a toujours réfléchi, parce qu'on est intelligent, à la causalité. Qu'est-ce qui fait que je vends? Et en fait, quand vous faites de la data, vous vous en foutez. Vous êtes dans une logique de corrélation. Vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi ça marche. Vous ne cherchez pas à savoir pourquoi ça marche. Vous cherchez juste à démontrer la puissance de ce que vous regardez. Et vous cherchez rien d'autre. Et donc,
Avoir une logique de données, c'est avoir une logique de brutalité. C'est accepter qu'on perde de l'intelligence, accepter de ne pas savoir et aller juste chercher la force de l'usage. Donc l'enjeu, c'est pas de comprendre le pourquoi, c'est de montrer le comment. Et quand on dit ça, ça paraît évident, mais c'est quand même tout le processus d'invention et de modèle du création publicitaire qui est décortiqué et qui s'effondre. Toutes les notions de planning stratégique telles qu'on avait pu les connaître, elles sont très discutables. Et donc c'est une rupture de logique. Avant, je cherchais à comprendre les comportements humains. Maintenant, je cherche à savoir comment les gens agissent et réagissent. Avant, je recherchais le pourquoi. Maintenant, je montre le quoi. Avant, j'étais là dans la causalité. Maintenant, je suis dans la corrélation. Et cette rupture est une rupture massive. Et il y a un univers qui utilise ça depuis longtemps. C'est l'univers scientifique. On fait des expériences, on teste, on voit si ça marche, ainsi de suite. Et ça le devrait rien pour le marketing. Donc vous dites, c'est évident, c'est facile. Sauf que, quand vous êtes dans une organisation, votre organisation, elle ne fonctionne pas comme ça. Si vous êtes directeur marketing, vous dites, vous allez voir votre CEO, vous aviez 100 millions de dollars d'investi de budget marketing, vous dites, c'est super, j'en ai mis 90 millions par la fenêtre. Par contre, les 10 millions qui ont marché, ça a cartonné. Qui accepte l'échec dans le monde d'une entreprise? Personne. Et on en revient aux signaux faibles. Discours tout à l'heure, c'est qu'on est dans un enjeu d'acceptation de l'échec. Travailler avec de la donnée, ça veut dire que vous sortez de la logique du mensonge, ça veut dire que vous êtes dans le monde de l'objectivité, et donc ça veut dire que vous acceptez l'échec. Et que vous ne pouvez plus faire un PowerPoint de 250 slides pour dire que oui, mais en fait, ça a marché sur le long terme, et ainsi de suite. Non, ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que vous allez améliorer, et parce qu'on apprend en trébuchant, et parce que... Mais sauf que les organisations ne fonctionnent pas comme ça. Les organisations marketing sont fermées à ça. Et nous, on a des clients sur lesquels on a fait de la collecte massive de données, on a montré des éléments qui nous ont débranchés. Parce que montrer qu'il y avait 70% d'efficience, au lieu de se dire c'est super, j'ai colmaté une brèche dans mon dispositif, les mecs se disent mais non, je peux pas aller voir mon organisation et expliquer que depuis 10 ans on fait ça et qu'en fait ça sert à rien. Et donc on continue. Et donc, ce changement de rupture est un changement qui est radical. Donc apprendre à faire des applications basées sur le marketing, basées sur de la data pour le marketing, ça veut dire accepter l'échec. Et ça veut dire partager l'échec, et ça veut dire reconnaître l'échec. Deuxième élément, le marketing, mon analyse c'est qu'on a fait ça parce qu'on n'avait pas beaucoup de données. C'est-à-dire que le marketing, c'est quand même le parent pauvre de la donnée depuis des années. C'est-à-dire que quand vous faites une campagne marketing ou une campagne de pub, le critère de réussite, c'est cool, uncool. Vous voyez, c'est vous montrer une campagne et dire « Ah, c'est cool, c'est sympa ». Directeur marketing, c'est le seul type cool autour de la table qu'on va juger sur de la coolitude. Toute l'entreprise est monitorée dans tous les sens, oui. Et donc, pour mettre un peu de chance là-dedans, les boîtes fonctionnent à la moyenne. On fait du panier moyen, on fait du segment, on fait des moyennes dans tous les sens. Et quand vous analysez de la donnée, vous voyez que la moyenne, ça marche juste pas en fait. Que la moyenne, c'est un truc qui cache les choses, et on le voit bien. Quand vous gérez votre boîte avec la moyenne, faites ça avec vos enfants. Dites à vos enfants qui ne savent pas nager, va te baigner dans cette piscine qui a une moyenne de 80 cm de profondeur. Dans vos dispositifs marketing, c'est la même chose. Vous avez des trous que la moyenne vous cache, et donc vous passez à côté de performance. Vous moyennez votre entreprise. Idem. La moyenne ne me permet pas de gérer une équipe de foot. Me dire que ce qu'il me faut, c'est une moyenne de 19 ans pour sélectionner une équipe, ça ne dit strictement rien. La moyenne de la richesse, si je m'amusais à analyser le revenu moyen de San Francisco, ça ne me dit rien sur le nombre de SDF pléthoriques dans cette ville, et ça ne me dit rien sur le nombre de gens hyper riches dans la ville, parce que la moyenne éclate tout, donc on le voit que c'est évident. Pour autant, l'ensemble des dispositifs marketing sont fondés sur la moyenne, l'ensemble de la performance en entreprise est basé sur la moyenne, l'ensemble du retail est basé sur du panier moyen et ainsi de suite, qui cache des disparités invraisemblables. Et donc, cette idée qu'une taille puisse toucher toute l'entreprise est une idée absurde. Imaginez un gestionnaire, un vendeur de jeans qui baserait son achat de stock sur la moyenne des jeans vendus, ça ne marcherait pas. Pour autant, c'est ce qu'on fait en marketing. On moyennise tout, on a
Et c'est de ça dont il va falloir sortir. Et ça, c'est une révolution qui est une révolution brutale, parce qu'on va devoir péter l'ensemble de nos modèles. Tous les concepts qu'on a inventés, en particulier dans le marketing direct, dans le marketing de la relation, dans la manière de segmenter, dans la manière d'encarter des consommateurs, est en train d'imposer. Mais c'est une révolution qui est phénoménale. Et enfin, la data induit une rupture radicale. Une rupture radicale dans ce qui fonde nos modèles économiques et ce qui fonde la création de valeur. Et cette rupture radicale, la bonne nouvelle, c'est qu'elle nous oblige à revenir aux fondamentaux. Le retour aux fondamentaux, c'est l'expérience client. C'est-à-dire le client, aujourd'hui, il n'achète plus un produit, il achète une expérience. C'est ce qu'il achète. Il veut avoir une expérience complètement incroyable, et c'est ce qu'il achète, tout le temps. Et on en revient à la reine de l'expérience que fut Coco Chanel, qui était une dingue de données. C'est-à-dire que Coco Chanel notait dans un cahier tout ce qu'elle pouvait savoir sur chacune des consommatrices, les goûts, les machins qu'elle analysait, et ainsi de suite. Et donc ça veut dire que la donnée, c'est pas une question technique, c'est vraiment la rencontre de la high-tech et de la high-touch. C'est les deux qui fusionnent en un. Et tous les acteurs de la nouvelle économie vendent jamais des technologies froides. Jamais. Quand vous achetez, si par exemple je vous fais une analyse technique de l'offre de valeur de Uber, qu'est-ce que c'est? C'est je m'appuie sur un smartphone capable de géolocaliser une voiture, de géolocaliser des individus. J'ai une analyse stricte et pure de la donnée avec des moteurs d'intelligence artificielle qui me permettent de calculer au mieux les déplacements et de rapprocher au plus près un acheteur, quelqu'un qui en demande de course, quelqu'un qui en demande pour que les temps d'attente soient les plus courts. Et comme j'ai une expérience intéressante à l'intérieur du téléphone, je supprime tous les éléments qui étaient des éléments de friction dans le modèle traditionnel du taxi. Donc c'est un modèle de construction d'une plateforme data qui est assez pure, et ils mettent beaucoup d'argent là-dedans. Du point de vue du consommateur, c'est pas du tout ça l'expérience. Du point de vue du consommateur, c'est j'ai des taxis chiants, non climatisés, une offre de service merdique, je peux pas payer avec ma carte de crédit, j'attends des tonnes d'heures, enfin le truc marche pas. Et j'ai un truc qui est super, je sors mon téléphone mobile, j'appelle et en 3 minutes j'ai un taxi, il est super propre. Comme je suis capable de le noter, ben, quand il est pas bon, il dégage. Comme le chauffeur de taxi est aussi capable de noter le client, quand le client il se comporte mal, ben, il dégage aussi, il n'a pas de course. Uber, c'est juste une expérience du point de vue du consommateur. La donnée est transparente. Et quand vous mélangez ces éléments d'expérience client et de données, vous avez des modèles qui sont explosifs. Et vous avez des modèles qui secouent la société. Pourquoi? Parce que vous offrez une expérience qui est radicalement neuve à une humanité qui en a marre de systèmes qui sont un peu déficients. Et comme vous faites travailler de la donnée, et que vous faites travailler des robots, vous avez un modèle qui est plus efficient parce que moins coûteux, parce que moins consommateur d'humains, et vous êtes scalable. Vous pouvez monter très vite à l'échelle, parce qu'en fait, votre modèle algorithmique va vous permettre d'avancer très fortement. Uber est un modèle structuré par de la donnée qui offre une expérience client fondamentale. Airbnb est une expérience qui ne pourrait pas exister comme Uber sans la formidable baisse et la déflation qu'on connaît dans nos industries. Si le prix d'un Airbus ne valait pas le prix d'une pizza pepperoni dans l'univers de la donnée, vous n'auriez pas d'Uber. Parce que les coûts d'infrastructure et les coûts pour monter les infrastructures auraient été bien trop longs. Le fait qu'aujourd'hui, le traitement de la donnée s'effondre autant permet ces expériences qui sont nouvelles. Et Airbnb, ce n'est rien d'autre que du calcul de matching où vous notez un lieu, vous êtes noté dans les deux sens et vous créez une sorte d'équilibre. Et vous créez une expérience qui est radicalement neuve. Donc ce qui est booming dans l'univers de la donnée, c'est pas la révolution technique, c'est la rencontre d'une expérience radicalement neuve, de gens qui veulent radicalement transformer la société en prenant des éléments dans la société qui ne marchent plus,
qui réinventent des modèles et qui les font monter à l'échelle avec de la donnée, très fortement. Et c'est ça qui crée la révolution et qui crée le point d'achoppement. Je vous invite à regarder de plus près une expérience qui s'appelle Number 26, que vous devez connaître, qui est une banque allemande basée à Berlin. Donc les mecs, dans leur positionnement, ils ont un modèle qui est assez simple, c'est réinventons la banque. Nous, on est une banque cool, quoi. Donc ils ont pris tous les éléments de friction dans la banque, tous les trucs qui sont pas cool, et ils les ont supprimés. Premier élément de friction, tout est gratuit. Vous ne payez pas votre carte. Deuxième élément de friction, la carte est super designée. Alors vous avez une carte, enfin, quand vous payez avec votre carte Number 26, les gens s'arrêtent parce qu'elle est transparente, elle est machin. Autre élément de friction, le banquier est cool, il est avec ses bières à Berlin, dans une atmosphère incroyable. Autre élément de friction, vous ouvrez votre compte en banque en 6 minutes, monde chrono, c'est-à-dire que vous téléchargez l'application, là vous avez premier choc, un humain qui apparaît dans le téléphone, qui est un vrai bonhomme, hein, qui est bonjour, je suis Mike, je vais tout voir ton compte. Donc là la caméra s'allume, vous mettez votre passeport et ainsi de suite. 48 heures après, vous avez votre carte de crédit. Vous choisissez, vous avez de la data. L'expérience est complètement réinventée. Ces gens-là sont en passe, avant la fin de l'année, d'avoir 1 million de clients en Europe. Ce qui est incroyable. Et quand vous regardez qui est derrière Number 26, c'est le seul investissement de Peter Thiel en Europe. Peter Thiel qui a fait Facebook, qui a fait... Et l'ambition de Number 26, c'est de devenir la première banque européenne et de mettre par terre l'ensemble des banques de réseau. Les banques de réseau en France, ça doit occuper 400 à 500 000 personnes. Donc on voit l'enjeu sociétal. Et c'est un modèle qui est très léger, avec très peu de collaborateurs, qui ne coûte pas d'argent, donc ils peuvent offrir une gratuité de service. Quand les vieux réseaux traditionnels n'y arriveront pas, et ainsi de suite. Et c'est probablement la première expérience Number 26 de réinvention de l'expérience passée sur la donnée qui s'attaque au cœur du réacteur, qui est le système bancaire. Et qui va durement, et avec un niveau de propagation jamais vu dans l'univers européen de ce qu'on avait connu jusqu'à présent, c'est-à-dire de vitesse de propagation, et qui ouvre des services en permanence. C'est-à-dire que là, vous avez juste des fonctions bancaires de base. Cet été, ils ont ouvert des fonctions d'épargne, et ils commencent à ouvrir et à étudier des systèmes de crédit basés sur de l'algorithmie, ce qui est exactement la manière dont fonctionne, parce qu'en réalité, ce n'est rarement votre banquier qui vous accorde un crédit, mais c'est le modèle de risque de la banque. Sauf que la banque fait que, comme ils n'ont pas changé leur process, quand vous demandez un crédit, ils vont mettre 1 semaine à vous répondre, alors que là, sur les applications modernes, vous avez votre réponse en 1 seconde. Enfin, vous cliquez, on vous dit t'es bon, t'es pas bon. Et donc, ça change radicalement la rupture. Et l'élément le plus troublant dans le déplacement, c'est le déplacement de la valeur dans la valeur perçue par le consommateur. Et ça, moi, c'est le truc que je trouve le plus incroyable du point de vue du consommateur, c'est cette expérience-là. Ici, vous avez un pèse-personne sur votre gauche qui vous donne le poids que vous faites à l'instant T. Sur la droite, vous avez le même pèse-personne qui doit avoir 10 centimes de technologie en plus. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit chipset qui permet de se connecter au Wi-Fi et d'envoyer de la donnée sur un serveur. Et dans l'autre cas, vous allez avoir le poids qui va apparaître sur votre iPhone et vous allez pouvoir enregistrer votre poids. Donc vous allez avoir des courbes d'évolution et vous avez des trucs très basiques en termes de machine learning pour vous faire perdre du poids, donc grosso modo, et il va vous dire de faire du sport pour maigrir et de manger moins. Et après, il y a quelques applications plus rigolotes, c'est que vous pouvez vous challenger avec des potes. Donc voilà, on est en challenge, qui perd 4 kilos. Vous voyez la courbe de l'autre baisser, ainsi de suite. Donc dans ces deux produits, vous avez à peu près 10 centimes d'écart de technologie. Coût de production du produit. Il y en a un qui vaut 10 fois plus cher que l'autre. Et quand vous interrogez un consommateur, le consommateur il trouve ça normal. Il a été éduqué par Apple. Mettre 200 € dans un truc qui vous donne votre poids sur votre téléphone, personne ne se dit mais c'est ridicule. Quand j'ai la même chose à 20 € derrière. Non, les mecs ils trouvent ça cool. Je dis mais à quoi ça sert, t'as ton poids ouais mais c'est historisé. Il y a des types qui ont ils sont tous ravis. Ils en vendent des tonnes et ça marche super. Et maintenant vous avez la même chose pour regarder votre bébé quand il dort avec sa petite caméra. Vous pouvez lui chanter une berceuse à distance. Enfin, et de plus en plus. Et à chaque fois, ça vaut un bras, alors que la technologie est cheap, vaut rien.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un déplacement de la valeur perçue par le consommateur qui, dès lors que je mets un peu de données et je mets un peu d'expérience, devient complètement dingue. Et on a vécu une histoire dingo comme ça dans les 40 dernières années, c'est l'événement du luxe. L'avènement du luxe, formidablement poussé par Bernard Arnault, c'est cette même histoire. Le luxe, historiquement, qu'est-ce que c'était? C'était l'ordinaire des gens extraordinaires. L'ordinaire des Maharajas, des Pachas, des capitaines d'industrie. Et c'est devenu l'extraordinaire des gens ordinaires. C'est pour tout le monde, mais c'est votre petit moment extraordinaire. Et ce génie de marketer ça fait que vous avez quand même des gens sur cette planète qui achètent des sacs en plastique. Un sac Louis Vuitton n'est rien d'autre qu'un sac en plastique avec une bandelette de cuir, dont la valeur fonctionnelle est proche d'un truc qui vaut 10 centimes. Et ils vont claquer des centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Et puis, le jour où ils ont un sac Louis Vuitton, c'est super. Si un jour il y a un sac Hermès, c'est encore mieux. C'est étrange. Parce que les gens ont acheté une valeur de badge social qui vaut énormément d'argent et qui a complètement déplacé la valeur fonctionnelle originaire du produit. Et on a vécu ça dans les 40 dernières années sans bien nous en rendre compte. Cette massification de la marque qui concerne l'ensemble de la planète et qui était complètement inenvisageable pour la génération de mes grands-parents, par exemple. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre dans ce décalage, on est en train de le vivre dans l'univers de la donnée. Mais à une échelle bien plus importante, parce qu'il concerne chaque moment de notre vie. Et c'est en train de basculer, et ça risque de faire basculer bien des industries, parce que dans un cas, dans le modèle d'avant, je suis dans un modèle manufacturier, c'est-à-dire que quand je fais 4% de profit et que je suis Peugeot, je dis « Waouh, c'est la fête du slip ». Dans l'autre cas, je suis dans un modèle de software, et quand je suis à moins de 50% de profit, je crie famine. Donc ça veut dire qu'on est dans ces modèles en train de déplacer la valeur vers des offres de produits qui vont être incroyablement rentables et qui vont être des entreprises qui vont accumuler du capital, du profit, de la valeur et vont avoir une capacité d'attirer du talent et d'encore mieux marketer versus des entreprises qui vont massivement se paupériser parce que dans un cas, le consommateur perçoit une valeur. La différence entre la valeur perçue et la valeur réelle du produit est massive. Dans l'autre cas, il ne l'aperçoit plus. Donc quand vous êtes une entreprise et une marque, vous n'avez pas d'autre choix qu'au bout d'un moment, si vous voulez augmenter la valeur perçue de l'expérience que vous offrez aux clients, d'intégrer ce genre de choses. Et c'est là que la boucle devient dangereuse parce que on va être on va commencer à récolter de plus en plus d'objets avec des capacités technologiques qui vont devenir de plus en plus puissantes, sans aucun garde-fou déontologique, sans aucun garde-fou réglementaire, sans aucun garde-fou éthique. Donc on est enclenché dans une sorte de train fou qui avance, avec des trucs incroyables qui sont en train de se passer, mais des trucs un peu inquiétants sans que personne n'y réfléchisse, parce que tout ça va très très vite. Donc voilà, donc en résumé, si vous devez retenir qu'une seule chose de la révolution de la donnée, c'est que c'est pas une révolution technologique, c'est pas un sujet de CTO, c'est pas un sujet technique, c'est un sujet demain intime, et aujourd'hui, de déplacement des modèles de pensée en entreprise, et de déplacement de la manière dont la valeur du prix se fixe. Voilà, merci.